Jean-François Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan. Il était de passage au Québec cette semaine et en connexion à Montréal. C'est pourquoi je ne suis pas dans mon studio. Je suis venue le rejoindre à Montréal pour faire cette entrevue. C'est la deuxième fois que je le reçois à mon podcast. La première fois, on avait parlé de censure et d'autres thèmes tout à fait fascinants. Aujourd'hui, on s'est concentré sur l'intelligence artificielle, les impacts qu'elle peut avoir dans nos vies, dans la politique. Et on a aussi parlé de politique américaine. Je suis contente de te voir dans ta connexion aujourd'hui, Jean-François. Merci d'avoir fait en sorte que ça se peut. On n'est pas dans mon studio, mais au moins, les gens ne sont pas trop déboussolés. J'ai mon logo. On va parler de la raison pour laquelle tu es venu au Québec. C'était pour parler d'intelligence artificielle et de politique, bien sûr, parce qu'on parle toujours de politique avec toi. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet-là. Puis j'ai envoyé plein d'invitations à des personnes qui sont quand même des sommités dans le domaine. Puis je me faisais refuser. Je pense que les gens sont très sollicités parce que plus ça va, plus les gens sonnent l'alarme. Ils sont comme en mode panique par rapport à l'intelligence artificielle. Premièrement, veux-tu nous expliquer un peu la raison pour laquelle tu es venu à Québec? C'est quoi le contexte? Puis on va pouvoir rentrer un peu dans le sujet. Oui, en fait, la raison pour laquelle je venais à Québec, c'était l'été dernier, j'avais un projet super intéressant avec Jérôme Blanchet-Gravel de Libre Média. On devait se lancer en affaires dans un projet qui aurait donné vraiment une voix à des gens qui en ont pas, parce qu'ils sont censurés. Et puis, donc déjà, dès le mois de juillet, je savais que j'allais venir en décembre au Québec pour signer des contrats chez le notaire. Puis par la même occasion, je me suis dit, tiens, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur l'intelligence artificielle, les défis, les conséquences sociales, politiques des technologies sur nos vies. Je disais, par la même occasion, je vais faire une petite présentation, une petite conférence à Québec. Je suis sûr que ça va intéresser les gens. Puis on a eu une belle petite foule, à peu près 120, 125 personnes, pour un sujet qui est quand même assez technique. Là. Un lundi soir de décembre. Là, Non, on a été contents. Puis, c'est ça. Puis, c'est comme je disais, depuis un an, j'ai écrit un livre sur... Il n'est pas sorti encore. Pas encore sorti. Il me reste encore 3 chapitres à écrire, mais... Est-ce que tu as le titre? C'est un livre qui va d'abord être publié en anglais. Tu écris en anglais? J'écris toujours en anglais maintenant. J'enseigne en anglais. Ma vie se passe en anglais à mon université là-bas. Mais je fais toujours des traductions là, grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut en reparler parce qu'auparavant, je faisais affaire avec une traductrice qui malheureusement a perdu son emploi parce que ce qui lui prenait auparavant 6 mois à faire, l'intelligence artificielle, le logiciel, ça lui prend 30 minutes seulement. À moindre coût aussi. Donc, éventuellement, le livre va aussi être publié en français. Mais le titre, en anglais, c'est « Summoning the Demons ». Puis ça, c'est une citation d'Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, même s'il est très dans l'intelligence artificielle... Il a sonné l'alarme. Il a sonné l'alarme, puis il a même lancé une pétition avec Steve Wozniak, qui était près de Steve Jobs au moment de la fondation d'Apple, pour qu'il y ait un moratoire de 6 mois sur le développement. Ça fait un moment de ça, fait un bon déjà, moment. Oui. Mais à un certain moment, ils ont lancé cette pétition-là pour qu'il y ait un frein sur le développement de l'IA parce que ça les faisait freaker. Donc, il avait sorti cette expression-là à ce moment-là. On est en train de réveiller les démons, ou ce qu'on pourrait dire en français, jouer avec les poignées de notre tombe, là, en quelque sorte. Puis ça renvoie à l'idée que, à Hollywood, par exemple, tous les films qui ont été faits depuis 40 ans, les machines, un jour, vont devenir autonomes, puis vont se retourner contre l'être humain, puis tous nous tuer. Donc, dans l'imaginaire collectif, là, moi, j'ai grandi là-dedans. 2001, l'Odyssée de l'espace, Terminator, War Games, Ex Machina, tous ces films-là. Ex Machina, ça fait peur. Moi, j'avais cette perception-là que l'IA, c'est dangereux. Mais je pense que tout le monde a beaucoup de personnes ont cette perception-là, mais bon, en lisant sur le sujet, en m'intéressant sur le sujet, j'en suis venu à la conclusion qu'il y a quand même beaucoup de peurs non fondées. Puis dans une très large mesure, les gens parlent beaucoup de choses sans trop savoir la signification des mots qu'ils utilisent. Comme on parlait de l'intelligence tout à l'heure, j'imagine que c'est ça que tu parles. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Selon toi, le terme n'est pas assez exact? Non, c'est pas de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est ça c'est la question. Il y a des questions comme ça qui sont en apparence là, toutes simples à répondre. C'est quoi l'intelligence? Les gens vont dire, c'est... Puis là, ils vont se taler, parce que c'est comme le test de QI. Ou c'est avoir une conscience. Ou la capacité à faire des liens. C'est ça, la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Mais tu sais, c'est ça. Tout le monde pense savoir ce que c'est, mais lorsqu'on leur pose la question, on leur demande... C'est simple que ça, de le résumer en une phrase. Ils ont de la difficulté. Puis nous, à la conférence qu'on a fait, ça nous a pris 1 heure
pour vraiment décortiquer puis en venir à une définition de l'intelligence. Quand même. Donc, c'est pas si simple que ça à définir. Non, puis il y a beaucoup de définitions qui existent dans la littérature, en sciences. Puis, moi, c'est ça. Moi, je prends la définition d'un psychologue dans les années 80, Howard Gardner. Puis c'est d'ailleurs une définition qui est reprise à peu près par toutes les personnes qui font des recherches sur l'intelligence artificielle. Lui, il définit l'intelligence comme étant un ensemble d'habilités distinctes qui, toutes mises ensemble, font en sorte qu'on est intelligent. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il définit l'intelligence. Ouais. Donc, je les ai notés. Ça a évolué au fil du temps. Il en a ajouté. Il est rendu environ à une douzaine d'habilités maintenant. Bon, la première habilité qu'il mentionne, c'est l'intelligence ou l'habilité visuelle spatiale. Ça, c'est la capacité de visualiser des choses de manière abstraite. OK. Donc, par exemple, un architecte, avant même de faire son plan, il y a déjà l'idée dans sa tête de ce à quoi ça va ressembler, les angles, etc. On pourrait dire aussi peut-être la 9e symphonie de Beethoven ou même imaginer une œuvre musicale ou c'est autre chose? Ça, c'est une autre habilité. Okay. C'est une autre habilité. Donc, une habilité comme celle-là. Donc, être en mesure de faire des abstractions visuelles dans sa tête puis ensuite les mettre sur papier. C'est ça. Il y a l'habilité kinesthésique. Ça, c'est la capacité de lier les mouvements de son corps à notre pensée, à notre réflexion. Donc, les sportifs. Ouais, okay. Les sportifs. C'est ce qui définit un sportif de haut niveau d'un sportif du dimanche. On est tous en mesure de faire des mouvements avec notre corps, mais il y a des personnes qui ont des habilités supérieures à d'autres. Ouais. Par exemple, c'est souvent, on entend ça souvent, les gens qui aiment le baseball, on dit souvent que Pete Rose, qui est décédé tout récemment, était le joueur de baseball le plus intelligent de l'histoire. Celui qui a le record de nombre de coups sûrs, parce qu'il y avait cette capacité. Parce qu'au moment où la balle sort de la main du lanceur puis elle atteint le receveur, il se passe même pas une seconde. Donc, il y a déjà le temps d'analyser tout ce qui se passe. Donc, avec nos yeux, on doit analyser, OK, la balle semble avoir tel angle, ça semble être une balle rapide, une courbe ou peu importe, et puis il y a tel angle, donc voici exactement où je dois mettre le bâton pour frapper la balle. Puis ça se passe en moins d'une fraction de seconde. Donc, ça, c'est la capacité kinesthésique. Des individus ont des capacités supérieures à d'autres à cet égard-là, mais on a tous cette habilité-là. Ouais. Comme pour la première, on a tous l'habilité de faire des abstractions, mais certaines personnes sont capables de faire des plans de maison, puis d'autres personnes, c'est des bonhommes allumettes. C'est moi, ça. Mais donc, je suis pas très intelligente à ce niveau-là. Donc... Mais c'est ça. Puis, lorsqu'on décortique tout ça, on se rend compte, moi, cette habilité-là, je l'ai pas vraiment. Tel autre, par contre, là, je suis meilleur que les autres. Tout le monde, on a tous ces habilités-là. Puis la troisième, c'est l'habilité musicale. Être en mesure de réfléchir en termes de rythme, d'analyser, de comprendre les sons, de les mettre ensemble et d'en venir à une symphonie. Puis ça, c'est un truc inné. Et Beethoven, Mozart, c'est ça, Mozart, je crois qu'il a écrit sa premier concerto ou symphonie, c'est ça, à 4 ou 5 ans. Là. Donc ça, on naît avec cette habilité-là. Moi, je me souviens au primaire, là, la flûte à bec là, en plastique, là, je me débrouillais sans plus. Donc, cette habilité-là, je l'ai pas. Torture pour les profs. Je l'ai pas vraiment. Ouais. C'est ça. En fait, je faisais semblant pendant les concerts au primaire de jouer. Et puis, le spectacle était filmé, puis la directrice, elle regardait le spectacle par la suite pour déterminer qui jouait et qui faisait semblant. Et puis ceux qui faisaient semblant étaient convoqués dans son bureau et devaient jouer la pièce sans faire d'erreur. Elle était brillante, la prof, quand même, d'avoir... Ouais, mais au bout d'une heure et demie, elle me foutait à la porte parce qu'elle se rendait compte que ça servait à rien. Ça servait à rien. Donc moi, personnellement, cette habilité-là, je ne l'ai pas. Zéro. L'habilité linguistique verbale. Ça, c'est la capacité d'apprendre d'autres langages, d'autres langues. Ça, on l'a plus. Ouais. Bon. Ensuite, tu as les maths, j'imagine, qui s'y figurent. Ça, c'est la prochaine. L'habilité moins. Logico-mathématique. Ça, c'est faire des corrélations, être en mesure de faire des liens de causalité avec des chiffres, notamment. Mais ça, c'est ce que le test de QI test en réalité. Oui, juste cette habilité-là. C'est ça, c'est très limité, le test de quotient intellectuel, lorsqu'on y pense, parce que ça ne fait que analyser cette habilité-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qu'on a considérés comme des génies, comme Einstein, c'est des gens qui étaient très, très forts dans cette habileté-là. Voilà, c'est ça. Oui. Mais sur d'autres habilités, Einstein, notamment, dans sa vie personnelle, une autre habilité, l'habilité émotionnelle. C'est souvent ça, hein? C'était,
c'est souvent au niveau émotif ou interpersonnel ou social que là, il y a des grosses lacunes. Exactement. Oui. Mais puis ensuite, vous avez interpersonnel, donc ce qu'on appelle l'intelligence émotive. Être capable de lire les sentiments des autres sans avoir à leur dire « t'es-tu triste? Juste sentir que la personne est triste ou heureuse et agir en conséquence. Ouais. On connaît tous des gens qui sont super bons à connecter avec d'autres personnes, puis il y en a d'autres qui sont absolument nuls. Ouais, c'est phénoménal. Qui se mettent le pied dans la bouche, puis on se dit « Mon Dieu, c'est pénible. » Comment ça que t'as pas vu le signe? C'était tellement gros. C'est ça. Ouais. Donc, il y a des personnes, encore une fois, qui ont plus d'habilités émotives que d'autres. Puis une autre habilité, c'est l'habilité d'analyse intrapersonnelle. Donc, la capacité de faire de l'autocritique et de se remettre en question. Ouais. Il y a des personnes qui sont incapables de faire ça. Qui sont incapables. Je l'aime, ta définition. Puis ça les impacte, ça les handicape dans leur vie. Une personne qui est incapable de faire une preuve d'autocritique, elle peut être très bonne en mathématiques, être en mesure de bien comprendre les sons, peut être un super bon architecte, mais cette personne-là va avoir de la difficulté à conserver son emploi, à avoir des amis, relations de couple. Puis ensuite, je pense la plus importante, c'est l'habilité morale éthique, être en mesure de poser des jugements moraux sur une situation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas faire ça? Si je suis confronté à tel dilemme éthique, qu'est-ce que je devrais faire? Tout en sachant quelles seraient les conséquences. Ça, c'est... Donc, lorsqu'on met toutes ces habilités-là ensemble... Il y en a combien dans cette définition? Garner est rendu à plus de 10 maintenant. OK. Puis c'est quand même ouvert au débat. Là. Je pense que ça couvre... C'est pas coulé dans le béton. C'est pas coulé dans le béton. Je pense que ça couvre quand même... Lorsqu'on y pense, l'ensemble des habilités, mais il y en a certainement d'autres auxquelles on n'a pas pensé, qui seraient tout à fait valides, on pourrait les ajouter aussi. Mais ça, donc, ce qui fait qu'un individu est intelligent, on doit tous avoir toutes ces habilités-là. Parce que lorsqu'on y pense, certaines personnes, s'il leur manque ne serait-ce qu'une seule habilité, dans certains cas, on doit les placer dans des hôpitaux psychiatriques ou en prison. On ne peut pas les laisser vivre avec d'autres personnes. Un psychopathe n'a absolument aucune habilité émotive. Oui, aucune empathie. Aucune empathie. Donc, cette personne-là lui manque quelque chose de fondamental, donc, une habilité fondamentale. Dans la société. Pas fonctionnel dans la société. Puis on peut penser à des individus qui souffrent, par exemple, d'autisme ou d'handicap physique. Difficulté à comprendre le code social. C'est ça. Donc, on les considère dans un sens anormal, dans le sens où la normalité, c'est ne pas souffrir de ces handicaps-là. Donc, lorsqu'on souffre d'un handicap comme ça, donc on sort de la normalité, de la norme. Et puis, donc, on considère que ces personnes-là ont une lacune. On va vivre avec un défi, du moins. C'est ça. Donc, tout ça ensemble, c'est ce qui fait qu'une personne est intelligente et c'est ce qui nous rend unique aussi. Parce que si on mettait pour toutes ces habilités-là, on mettait des scores sur 100, 50%, 55, 95, c'est ce qui nous rend unique en réalité. Mais on est tous intelligents, mais de façon différente. Oui. Puis, donc, mais ça rend l'intelligence tellement plus complexe aussi, tellement plus belle, je trouve, en prenant en considération autant de facteurs. Tu sais, j'ai jamais vraiment fait de test de QI parce que je me dis, je sais que je vais sortir avec un QI probablement nul parce que j'ai toujours haï les maths, puis mon esprit logique fait vraiment dur. Sur certaines affaires, je suis pas pire, là, mais tu sais. Puis j'ai toujours trouvé que c'était injuste qu'on cote juste sur ceux qui sont extrêmement bons de façon, tu sais, académique, scolaire. Parce que, tu sais, je pense à des gens qui sont extrêmement intelligents, qui n'ont pas fini leur secondaire, mais qui ont, justement parce qu'ils ne fitaient pas dans un système très, très cadré et tout ça. Fait que, tu sais, ça fait plus de sens pour moi, cette définition-là de l'intelligence. Mais ça me fait penser à plein de questions. Mais, tu sais, on parle souvent de l'intelligence artificielle. Bon, faute de meilleur mot, on va l'appeler comme ça. Puis là, on va dire, oui, mais maintenant, il y a des intelligences artificielles qui sont capables d'être empathiques. Là, tu sais, on rentre dans... Est-ce qu'on a développé toutes ces capacités-là, est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente? Non, moi, j'appellerais tout ce qu'on appelle intelligence artificielle, ChatGPT, par exemple. En matière de sport, ça s'appelle iRobot Goalie. C'est quoi ça? Imaginez-vous une espèce de gardien de but sur une planche de bois, placé sur un pivot. Et puis, lorsqu'un joueur de soccer botte le ballon, il bloque. Et puis, il bloque à peu près tous les coups. Il voit tout venir. Il voit tout venir parce qu'il n'est pas limité par rapport à un être humain. Nous, le cerveau, par rapport à l'intelligence artificielle, est plus lent. Donc, l'habilité kinesthésique, c'est plus lent à analyser avec ses yeux l'angle du pied, l'angle du ballon. Et le temps que notre cerveau, nos yeux nous disent, bon, tire-toi à gauche ou à droite pour bloquer le ballon, il va se passer un certain laps de temps qui va faire en sorte que des fois, on va sauter du mauvais côté, puis le ballon va rentrer dans le fond du filet. Mais la machine, elle, n'a pas cette limitation-là qui nous est propre.
Donc, la machine nous est supérieure, en tout cas, cette intelligence artificielle-là nous est supérieure en matière de l'habilité kinesthésique. Puis ça a été inventé pendant le mondial de soccer qui a eu lieu en Russie. Puis les gens pourront retrouver des images sur YouTube. Ils ont demandé à Ronaldinho, à Messi, peut-être même David Beckham aussi, d'essayer de battre le robot. Puis ils n'ont pas réussi. 10 ballons, puis je pense dans le meilleur des cas, ils ont réussi à scorer 2 buts, là. OK, quand même. Oui, puis ils ont demandé à Vladimir Poutine de faire la même chose, puis il a scoré du premier coup. Je soupçonne qu'ils ont débranché la machine à ce moment-là. Mais donc, imaginons un gardien de but aux mondiaux de soccer, lorsque les matchs se terminent en égalité, puis c'est le tir de barrage, il y a plus de buts que d'arrêts. Parce que ça, c'est la limitation humaine. Donc, cette intelligence artificielle-là, iRobot-Gourley, nous est supérieure en matière d'habilité kinesthésique. C'est extrêmement spécifique. Mais est incapable de poser des jugements sur le bien ou le mal, est incapable de comprendre, d'analyser le son, le rythme de la musique. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça, toutes ces intelligences artificielles-là, Watson, qui a battu les meilleurs joueurs à Jeopardy, bon, ben c'est tout apprendre par cœur, puis la capacité de tout savoir. Mais c'est stocker de l'information. Ben oui, c'est ça. Notre cerveau est malheureusement limité. Vous avez apprécié ce début de conversation entre moi et Jean-François Caron. Le reste de la conversation est encore plus intéressant. Rejoignez immédiatement ma communauté d'abonnés VIP pour entendre toute la conversation au hellovesavoir.com/communauté.